soir, on commence, enfin, on va aborder un thème qui est assez complexe, assez délicat à aborder. C'est la question de l'ego et particulièrement la part qu'on pourrait dire positive de l'ego, puisque on a l'habitude de rendre l'ego responsable un peu de tous les maux et les malheurs du monde. Ça, c'est un peu dans la, comment est-ce qu'on peut dire ça, dans l'esprit du temps, où à de nombreux endroits, dans des articles, dans des livres, etc., on met sur le dos de notre brave ego tout ce qui ne va pas. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi c'est comme ça et comment est-ce qu'on peut faire pour considérer cet ego non pas comme un frein ou quelque chose qui nous limite, mais comme une ressource, quelque chose que l'on peut activer, qu'on peut utiliser à notre bénéfice et aussi au bénéfice de notre entourage. L'ego, on en parle souvent comme si c'était une autre personne. On dit mon ego ou l'ego d'un tel, etc. C'est comme si on faisait une dissociation entre la personne, entre l'identité et l'ego. Alors, pour reprendre un tout petit peu, pour recadrer un petit peu, mettre les choses dans leur contexte, ego, c'est un mot grec et latin, dans les deux langues, qui veut dire moi ou je. Et c'est assez vague pour créer le doute, pour créer la confusion sur qu'est-ce que c'est moi, qu'est-ce que c'est je, qu'est-ce que c'est l'ego. Et aujourd'hui, on va voir un peu pourquoi, on peut imaginer que, voilà quelqu'un qui arrive encore, on peut imaginer que l'ego, c'est la représentation ou la conception, la conscience qu'on a de soi-même. Ça, c'est vraiment important de considérer ça. Alors, il y a trois axes sur lesquels j'ai un petit peu enquêté. C'est l'axe philosophique, l'axe psychologique et l'axe spirituel, pour essayer de comprendre. Alors, en philosophie, au départ de la philosophie, on considérait que l'ego n'existait pas en tant que tel, mais qu'il était plutôt le résultat d'un doute à propos de soi. En fait, quand on n'a pas de doute à propos de soi, quand on n'a pas trop de conscience de soi, quand on vit simplement, hein, heureux les simples d'esprit, disait l'autre, eh bien, on ne se pose pas tellement de questions sur qui je suis, etc. Et je pense qu'il y a pas mal de gens sur la planète qui ont d'autres chats à fouetter que de se poser la question sur qui ils sont et qu'est-ce qu'ils font là. Ils doivent d'abord survivre. Et donc, ils n'ont pas de doute à propos d'eux et donc pas d'ego. En tout cas, consciemment, pas d'ego. Pas de questions à propos de l'ego. Donc là, on est dans le cadre de la philosophie. Ensuite, on a Descartes qui a émis l'hypothèse que l'ego était justement le sujet qui s'exprime à travers le corps, qui pense à travers le corps. Et plus tard, certains penseurs, certains philosophes ont considéré que l'ego, c'était ce qui animait la conscience. Alors que d'autres, au contraire, notamment Sartre, pensaient que l'ego était l'objet de la conscience, c'était le résultat de la conscience. Alors, on voit qu'en philosophie, il y a des grandes écoles, des grandes discussions autour de l'ego et que tout le monde n'est pas d'accord. Aujourd'hui, on s'accorde à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la représentation, la conscience qu'on a de soi-même. Donc, on ne considère plus l'ego comme qui je suis, mais comme qui je crois être, ce que je crois être. Donc, on s'approche d'une perception, on pourrait dire, de l'identité avec, évidemment, si ce n'est pas qui je suis, mais qui je crois être, potentiellement, l'identité ou l'ego vont donc évoluer, vont donc se transformer au courant de la vie. Ça, c'était, disons, un petit peu un cadre philosophique.
Ensuite, on a un cadre psychologique dans lequel, assez simplement, on considère l'ego comme le fondement de la personnalité. Il y a peut-être une petite différence entre l'identité et la personnalité, puisque la personnalité, c'est ce qui va se révéler aux yeux des autres, alors que l'identité a aussi à voir avec le rapport interne, qui, je pense, être par rapport à moi, et la personnalité va plus être orientée vers l'extérieur. Évidemment, tout ce que je vous partage, ce sont des propositions, ce ne sont pas des vérités absolues, mais c'est un peu ce sur quoi j'ai réfléchi avant d'aborder cette présentation de cette soirée. Donc, on a la philosophie, on a vu, la psychologie, c'est assez simplement, c'est le fondement de la personnalité, c'est là-dessus qu'a été développée la l'ego-psychanalyse, qui part du fait que, effectivement, le moi, le je, comment est-ce qu'on pourrait dire ça, va construire la personnalité, va construire l'identité, et à travers la personnalité, va construire le rapport avec l'extérieur, donc le rapport avec les autres. Ça a une grande importance en psychologie. Et puis, il reste, pour la bonne bouche, le cadre de la spiritualité. Ce cadre de spiritualité, c'est souvent à lui qu'on fait référence. En tout cas, c'est beaucoup dans ce cadre-là que j'ai eu l'occasion de rencontrer des notions sur l'ego. Et dans ce contexte, l'ego est considéré comme une fausse représentation de soi, une représentation, comment dire ça, un peu déformée de soi, qui va cacher notre véritable nature, donc notre nature spirituelle. L'ego est considéré en spiritualité comme étant le produit de construction mentale avec tous les dysfonctionnements psychiques qu'il peut y avoir qui sont issus de ces constructions mentales. Alors, vous savez qu'on est un café hypnose, on parle d'hypnose, en tout cas un petit peu. Et puis, effectivement, l'hypnose est un outil assez extraordinaire pour transformer, démonter, reconstruire les constructions mentales. Les constructions mentales sont donc des structures personnelles singulières à chacun qui vont produire en fait qui nous sommes, ou du moins au sens philosophique du terme, qui nous pensons être, qui nous croyons être. Et c'est bien parce que nous croyons être ceci que nous pouvons transformer cette croyance et finalement arriver à croire que nous sommes cela. Et passer de ceci à cela rend la thérapie possible. Je peux croire que j'ai un problème, je peux croire que j'ai une limitation, que je suis bloqué dans une situation, et c'est d'autant plus vrai que je vais le croire, que je vais prendre ça pour vrai. Et donc, avec un travail de déconstruction mentale et de reconstruction sur un nouvel équilibre, sur de nouvelles possibilités, ce que permet l'hypnose, eh bien, on va pouvoir passer d'une croyance à une autre croyance. Et donc, potentiellement, d'une représentation de soi à une autre représentation de soi. Autrement dit, d'un ego à un autre ego. Ce qui ne va pas changer mon identité ou mon soi, avec un grand S, c'est-à-dire mon être profond, mais son expression dans le monde. Et c'est là où l'ego prend son sens. C'est-à-dire qu'on va passer d'une certaine représentation de soi, je me représente d'une certaine manière, je fais un travail ou pas, parce que même si on ne fait pas de travail thérapeutique, la vie s'en occupe, et donc la vie nous amène des expériences qui vont modifier nos constructions mentales et finalement modifier notre ego, autrement dit, notre expression dans le monde extérieur.
En spiritualité, on considère aussi l'ego comme une illusion. Et c'est assez intéressant parce que l'illusion l'illusion du soi, c'est-à-dire pas le vrai soi tel qu'il est, mais comme on croit qu'il est, c'est-à-dire l'illusion de l'ego, va être constituée de notre vécu, c'est-à-dire nos souvenirs, nos expériences qui vont avoir tendance, plus souvent qu'à leur tour ou qu'à leur goût, qu'à notre goût d'ailleurs, qui vont avoir tendance à nous maintenir dans la souffrance. On va voir un petit peu plus loin comment l'ego se nourrit et comment l'ego il va justement utiliser cette souffrance pour nous faire croire qu'on existe de cette manière-là. Alors la souffrance, elle prend différentes sortes, sortes d'expressions, différentes formes, comme l'égocentrisme, bien sûr, qui va nous isoler des autres et du monde, l'égoïsme, l'orgueil, la vanité, l'amour-propre au sens de s'aimer outrageusement, de s'aimer trop, exagérément, et puis toutes ces perceptions distorsionnées du monde qui sont basées justement sur notre structure mentale et non pas sur la réalité, c'est-à-dire sur notre perception en fonction de notre vécu. Et c'est là où l'hypnose et d'autres outils analogues viennent soutenir les changements possibles et donc potentiellement des améliorations, plus de fluidité, plus de présence dans le monde, plus de conscience. Suite à cela, évidemment, on va considérer dans le monde spirituel que l'ego entrave notre développement personnel et qu'il s'agit de se libérer de son ego, toujours dixit le monde spirituel, bien sûr, se libérer de son ego pour connaître l'éveil spirituel. C'est très, très présent dans les spiritualités orientales, bouddhistes, hindouisme, etc. Dans pas mal de religions, on a ça. Pas tellement dans le christianisme, en fait. Le christianisme fait plutôt une bonne part à la personnalité, autrement dit à l'ego, mais s'en méfie parce que l'ego, un excès d'ego amène à l'égoïsme, à la vanité, à l'orgueil, et donc est en contradiction avec le message fondamental chrétien qui est l'amour du prochain, le fait d'offrir sa vie à son prochain. Et donc, on est, dans le christianisme, on a un truc un petit peu particulier parce qu'il y a une espèce de mélange entre une acceptation de l'ego, une bonne mise en œuvre de la personnalité, on va dire, et cette peur de tomber dans l'orgueil et d'oublier l'amour de son prochain. On va donc, dans la religion et dans la spiritualité en général, mais dans la religion, faire une distinction entre l'ego et le soi. On pourrait dire entre la personnalité et l'âme. Et donc, voilà pour le cadre spiritualité. Il y a beaucoup de choses qui se disent, vous voyez, à tous les niveaux de ces théories ou de ces hypothèses sur l'ego, que ce soit en philosophie, en psychologie ou en spiritualité, et ça rend le truc un petit peu confus quand même. C'est-à-dire que tout le monde y va un peu de sa petite, comment dire ça, de sa petite interprétation, de sa compréhension, évidemment. C'est pas simple c'est pas un truc qu'on peut mesurer, donc c'est pas quelque chose qu'on peut mettre dans une boîte ou facilement définir avec des mots. Et donc, il est assez compréhensible qu'au travers du temps et de toutes les personnes, très grands personnages d'ailleurs, qui ont abordé la question, l'ont fait de manière plutôt métaphorique, comme les écrivains, par exemple, ou peu importe, toutes les œuvres littéraires, cinématographiques, chantées, etc., enfin tout ce qu'on peut entendre sur la vie, qui finalement traite toujours quelque part de l'ego, c'est-à-dire de
la personne en lien avec l'extérieur. L'expression de soi à travers la personnalité, c'est-à-dire toujours à travers l'ego, à travers le qui je crois être, n'est-ce pas? Et donc, on pourrait, à mon sens, différencier l'ego de l'identité et du soi. On pourrait rajouter l'identité entre deux. Comme je le signalais tout à l'heure, peut-être ça vaut la peine de s'y attarder un tout petit peu. La question de l'ego qui va générer la personnalité en lien avec l'extérieur, en relation avec les autres et avec le monde. L'identité qui est plus ma relation à moi et le soi qui est plus au niveau plus, on va dire, plus élevé, hein, le high self, comme disent les Anglais, une relation qui est le véritable essence de l'être, le soi supérieur, on pourrait dire, le soi, simplement. Alors, voilà, ça c'était pour poser un peu le décor. Et on va voir un peu qu'est-ce que la construction de l'ego. Alors, quand on parle d'une construction de l'ego, ce n'est pas à ça qu'on fait référence, bien que cette boîte de Lego, on voit, et il y a des similitudes avec l'être, puisque c'est bourré de pièces, de couleurs, de toutes sortes. Et c'est intéressant de voir que on va pouvoir construire plein de choses très différentes grâce à cette boîte de Lego. Et je trouvais ça un peu marrant de faire le parallèle. La construction de Lego, moi j'ai adoré jouer au Lego quand j'étais enfant et je faisais beaucoup de construction de Lego. Peut-être c'est pour ça que j'ai un Lego assez présent, je ne sais pas. Mais je trouve la métaphore est assez jolie dans le sens où on a beaucoup de pièces de puzzle, on a beaucoup de pièces qui s'emboîtent, qui sont à la fois semblables puisqu'elles peuvent s'emboîter, chaque brique étant identique, mais qui ont chacune leur identité. Même si vous prenez deux pièces exactement semblables et de la même couleur, c'est quand même deux pièces séparées. Si vous en mettez une à droite, elle n'est pas à gauche, et celle de gauche n'est pas à droite. Et ça, c'est vraiment très, très, très intéressant parce que finalement, l'ego, la notion de l'ego, c'est la considération, à mon sens, de notre unicité. Et ce n'est pas si simple de comprendre qu'on est unique alors qu'on est si semblable aux autres. Il y a une expérience personnelle depuis qu'on vient au monde, et même avant d'ailleurs, une expérience personnelle qui va évidemment nous construire, générer ces structures mentales dont je parlais tout à l'heure, ces constructions mentales. Et ces constructions révèlent finalement l'assemblage, le montage qu'on a fait avec ces différents éléments qui nous constituent. Cette expérience personnelle génère, crée, produit la conscience de soi. Cette conscience de soi, elle va évidemment évoluer au fil du temps, puisque notre expérience se poursuit et donc nous amène à vivre des choses, des émotions, des identifications, des expériences, quoi, au sens large du terme, qui vont modeler, continuer la construction qui est en œuvre. Alors, la conscience d'être unique au milieu de tout cela, c'est un petit peu comme cette boîte de Lego que je viens de vous montrer, dans laquelle chaque pièce est unique parce qu'elle occupe un espace. Ce n'est pas qu'elle est unique tellement parce qu'elle est différente, parce que ces pièces se ressemblent, elles ont des petites différences de couleurs, mais elles sont vraiment identiques pour pouvoir s'emboîter les unes dans les autres. Par contre, ce qui en fait vraiment l'unicité, c'est qu'elles occupent un espace. Ça me paraît vraiment intéressant. J'occupe un espace que personne d'autre ne peut occuper. J'ai une place que personne d'autre ne peut prendre. Et c'est le cas évidemment pour chacun de vous, je pourrais le dire en tu ou en vous. Nous avons chacun une place
à occuper, une place que nous occupons d'ailleurs, qu'on le veuille ou non. Même si on refuse cette place, on l'occupe de fait. Et donc, cette place nous donne un point de vue sur les choses. Chaque atome dans l'univers occupe un espace et cet espace lui donne un point de vue sur l'univers tout entier. C'est ça notre unicité, à mon sens. Et on va, à partir de ce point de vue qui, par définition, est central pour soi, ben on va se prendre pour le centre du monde. C'est normal. Je suis le centre du monde pour moi. Alors, je suis bien le seul à être le centre du monde pour moi, mais chacun d'entre nous est le centre de son monde, c'est-à-dire est le point initial de son point de vue. Et ce point de vue ne peut être partagé avec personne d'autre. C'est ça qui fait notre unicité. Et c'est là-dessus qu'on va créer nos structures mentales. C'est là notre singularité. Il y a cette conscience d'être unique qui va créer une sorte d'illusion de l'identité. En tant que personne, je vais avoir l'illusion d'être unique en tant que personne. Comment est-ce que je peux dire ça mieux? En fait, en tant que personne, on est égaux, on a tous un peu la même vie, en fait. On n'a pas le même point de vue, mais on a la même vie. On est dans le même univers, dans les mêmes types d'expériences. Ce qui fait mon unicité, c'est que mon point de vue est différent. Je suis positionné dans l'univers à un endroit précis. Mais en dehors de ça, l'identité est une illusion, c'est-à-dire c'est ma construction mentale à partir de ce point de vue qui fait que je vais être comme ci ou comme ça. Et c'est ça qui peut changer et c'est ça qui rend la thérapie possible. L'illusion de l'identité, elle peut être aussi à plusieurs niveaux. Parce que on peut se positionner en tant que personne ou se positionner en tant que soi, en tant qu'être. Et vous avez probablement vu pour ceux, ou entendu, ou repéré pour ceux qui me connaissent, que je dois souvent expliquer à quel niveau je suis en train de parler. Parce que si je parle en tant que Philippe, je vais parler avec mon point de vue, avec mon identité, avec mon ego, avec mon expérience, avec ma structure. Mais si je parle en tant qu'être spirituel, si je parle à un autre niveau, au niveau du soi, je peux parler d'une manière beaucoup plus vaste, beaucoup plus connectée à l'univers. On va dire beaucoup plus perché peut-être pour certains. C'est-à-dire connecté à quelque chose qui peut être au-delà de la réalité physique, de la réalité de l'humain. Et c'est cela qui fait qu'on peut parler à plusieurs niveaux, mais qu'on peut aussi ressentir à plusieurs niveaux, qu'on peut avoir cette perception de soi qui est à plusieurs niveaux. Au niveau de ma personnalité, quand je me positionne en tant que Philippe, avec mon point de vue, je vais avoir des croyances qui sont basées sur mon expérience. Et évidemment, ma première croyance, c'est la croyance que j'ai raison. J'ai raison de voir le monde comme ça, puisque je le vois comme ça. Et j'ai raison de le voir comme ça, puisque tout ce que j'ai vécu m'a amené à le voir comme ça. Alors, il n'y a pas de problème avec le fait que je pense d'avoir raison pour moi. Là où on fait des excès d'ego, et on va pouvoir en parler un peu plus loin, un excès d'ego, c'est de croire que j'ai la vérité pour l'autre, de croire que mon point de vue, c'est le point de vue juste et correct, alors que l'autre, qui occupe une autre position dans l'espace et donc qui observe l'espace depuis un autre endroit, n'a pas raison de le voir de cette manière-là. Donc là, on peut avoir des excès d'ego qui sont dus à des personnalités, des égos surdimensionnés, vous avez déjà entendu parler de ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça, quand on est pris, happé, aspiré dans ces excès d'ego? C'est qu'on va
évidemment se couper du monde. On va être comme absorbé, comme hypnotisé par notre point de vue, par notre croyance. Et de fait, on va perdre la notion de la réalité supérieure, on pourrait dire, de la réalité plus ouverte, d'une conscience plus ouverte sur le monde, sur les autres, mais aussi sur soi-même. La notion d'être le centre du monde, elle est très utile quand on garde la conscience que c'est seulement valable pour moi. Mais c'est vrai que c'est important de savoir ce qui est valable pour moi, parce que ça me permet d'être au clair avec mes valeurs, d'être aligné avec mes valeurs, avec mes perceptions, mes émotions, mes pensées, mes actions. Donc on voit que cette histoire d'ego, en tout cas moi je le perçois comme ça, est très importante à comprendre. C'est peut-être un grand terme, mais disons réfléchir suffisamment à ça ou ressentir. Il n'y a pas que la réflexion intellectuelle, mais elle est nécessaire souvent pour ressentir les choses, pour ouvrir le champ des possibles et des compréhensions, de sorte qu'on va pouvoir percevoir et ressentir les choses à l'intérieur du soi, à l'intérieur de soi, et donc connecté au soi. Est-ce que ça va pour vous? Vous suivez ou bien c'est un peu trop abstrait? Ça va? Vous faites des signes, ok, c'est bon, ça suit? D'accord, bien. Donc, dans bon nombre d'approches de développement personnel, on va considérer l'ego comme étant lié au mental. Le mental, c'est donc une sorte de mélange de conscient et d'inconscient, de subconscient, avec les constructions mentales qui émergent à la conscience, c'est-à-dire qui créent des pensées. Quand on pense, quand j'ai une pensée, je vais avoir l'impression d'en être conscient. Ce n'est pas toujours le cas. Je peux avoir des pensées qui sont là. C'est la plupart du temps le cas avec des pensées récurrentes. Les pensées récurrentes qui vont m'hypnotiser. C'est donc mon subconscient qui va envoyer des pensées pour m'hypnotiser et entretenir des problèmes, c'est-à-dire entretenir des croyances égotiques. On va parler de l'ego blessé juste après, hein, parce qu'il s'agit de voir un petit peu ces différentes qualités d'ego. Mais les pensées émergent, sont issues, sont des productions de ce qu'on pourrait appeler le mental, c'est-à-dire le mélange entre le subconscient, les peurs, les croyances, les émotions qui se transforment en pensées et qui viennent à la conscience. Ça forme, on pourrait dire, le mental, donc la pensée rationnelle qui se mélange à la pensée émotionnelle. Il y a dans le bouddhisme et dans d'autres approches des moyens d'identifier cela, d'identifier le mental en prenant conscience de ce qu'on pourrait appeler les croyances racines. Il y en a 3. C'est la croyance que je suis mon corps, je suis le corps, je me prends pour mon corps. La deuxième croyance, c'est m'identifier à mes pensées. Je crois que je suis le penseur, je crois que je pense. Et la troisième croyance, c'est s'identifier à l'agissant. Je crois que je réalise des actions. Et toutes ces croyances sont des fausses croyances en réalité. En tout cas, au niveau du soi, on a toujours ces deux niveaux en termes de personnalité, à un certain niveau, donc on pourrait dire de la condition humaine. Je peux me prendre pour mon corps, je peux me prendre pour le penseur ou pour l'agissant, mais en réalité, le vrai être que je suis, le soi, qui
qui me pilote quelque part. Enfin, là encore, quand je fais cette formulation de cette manière-là, je dissocie la personnalité et le soi, l'identité et le soi. Mais au niveau du soi, je ne suis pas le corps. Je ne suis pas le penseur, je ne suis pas l'agissant. Ou on pourrait le dire d'une autre manière, je suis le corps de manière éphémère. Temporairement, je suis le corps. Juste à cet instant T, je suis ce corps-là. Mais le corps change tout le temps. À un instant T, je peux être cette pensée-là. Mais elle passe. Je ne suis pas en fait la pensée. Et je ne suis pas non plus l'agissant, puisqu'il y a bon nombre d'actions que je fais de manière automatique. La plupart, l'immense majorité des actions se font de manière automatique, ne serait-ce que les actions physiologiques du corps, respirer, marcher, bouger les mains quand je vous parle, moduler ma voix en fonction de l'intention qui est dans mes mots, etc. Une foule de pensées, d'actions qui ne sont pas volontaires, qui ne sont pas décidées, dirigées par la conscience, mais qui sont imposées par l'inconscient, imposées par le mental, imposées finalement par l'ego, qui est la construction de ce que je crois être. Ce que je crois être s'exprime de cette manière-là, à travers ce corps-là, à travers ces pensées-là, à travers ces actions-là. Et encore une fois, c'est bien heureux, puisque si ça n'était pas comme ça, il n'y aurait aucune thérapie possible. Il n'y aurait aucun changement possible. C'est grâce au fait que ce sont uniquement des croyances. Alors, je vous l'accorde, elles sont des fois bien solides, hein, ces croyances. Mais ce sont des croyances qui nous permettent de transformer ça, transformer notre corps, transformer nos pensées, transformer nos actions. L'ego va tirer son énergie des désirs et des peurs qui sont contenus dans le mental, contenus donc dans le subconscient et dans son expression consciente. On va avoir la mémoire et l'anticipation, donc le passé et le futur, les mémoires de plaisir ou les projections de désir, donc de plaisir futur. Ça va être un des leviers de l'énergie de l'ego. Et puis l'autre version négative, les mémoires douloureuses et la peur, donc l'anticipation des douleurs. Et vous allez sans doute, peut-être pour vous-même, avec vos propres constructions, votre propre histoire et donc votre propre ego, personnalité, identité et aussi votre propre soi, pouvoir faire des liens avec ce que je suis en train de vous exprimer entre passé et futur, entre, on peut dire, nostalgie des beaux moments passés et désir de retrouver ou d'avoir encore des beaux moments futurs. Ça va être un puissant moteur de l'ego, un moteur positif, on pourrait dire, en tout cas agréable. Et puis, le moteur négatif, regret, mémoire de douleur, de souffrance, et d'un autre côté, projection future, peur de retomber, de reconnaître, de retrouver des souffrances. Et à travers ces allers-retours entre passé et futur, l'ego va trouver son énergie pour exister. Et ça, c'est important à comprendre parce que, sachant cela, si on peut arriver à être dans le présent, juste dans l'instant, et n'aller ni dans le passé, ni dans le futur, juste être là, quand on est juste là, il n'y a pas d'ego, il y a le soi. Et c'est là toute la
toute l'approche bouddhiste, mais aussi pas que, hein, effectivement, l'approche bouddhiste ou on va dire plus généralement orientale, méditation transcendantale et toutes les qui a beaucoup séduit l'Occident et qui a amené au développement de toutes ces approches New Age, spirituelles, etc., qui sont très bien, nous amène à cette volonté, à cette intention d'être dans l'instant présent. Parce que dans l'instant présent, on est libre. On peut laisser le soi exister. Et quand le soi peut être là, donc il n'est pas perturbé par l'ego et le mental qui vont et viennent entre passé et futur, quand on est dans ce silence, dans cette présence, eh bien, le soi peut agir. Et ça, c'est assez merveilleux parce que quand le soi agit dans le présent, il va faire deux choses, à mon sens, hein, deux choses que j'ai repérées. Il va d'une part nous guérir des traces, des traumas, des blessures, des brisures qu'on a pu vivre. Ça va se faire de manière assez spontanée parce qu'on va retrouver une sorte d'amour pur pour soi, comme une sorte d'amour de soi qui soit inconditionnel. Ça, c'est la première chose qu'il va faire, nous guérir. Et la deuxième chose qu'il va pouvoir faire, parce qu'il va avoir l'espace de le faire, c'est de s'exprimer, c'est-à-dire d'exprimer une nouvelle personnalité, laisser la place pour permettre l'émergence d'une nouvelle personnalité, c'est-à-dire d'une nouvelle expression du soi dans l'univers matériel, c'est-à-dire l'émergence d'un nouvel ego, d'un ego guéri, on pourrait dire, soigné. Et cela m'amène naturellement à parler de l'ego blessé, parce que c'est bien de lui dont il s'agit quand on aborde cette question de l'ego. On pense souvent à l'ego blessé, en fait. Et c'est bien là le sujet, c'est bien ce qui a motivé le sujet de cette soirée, la puissance bénéfique de l'ego, c'est que trop souvent, l'idée de l'ego nous ramène à l'ego blessé. Et il n'y a pas que lui. Mais on va s'en occuper en priorité. Et j'en profite pour faire une page de publicité. Non, je plaisante. J'en profite pour vous dire que si vous avez des questions, n'hésitez pas soit à rallumer votre micro et à poser une question, soit à utiliser le chat. Je garde un œil dessus si vous avez une question ou vous avez envie de rebondir ou de compléter les réflexions que je vous propose. Donc, l'histoire de l'ego blessé. Alors, c'est un peu un pauvre chéri, l'ego blessé, hein. C'est le petit oiseau avec l'aile cassée, etc. Et ben, il peut nous faire un peu pitié parfois, hein. Il peut nous faire un peu pitié, il peut nous faire un peu verser une larme ou avoir envie de s'en occuper. Vous connaissez peut-être, sans doute, les fameuses blessures de l'être de Lise Bourbeau, qui a très, très bien abordé ça, développé cette question des blessures de l'être. On est en plein dans ces blessures initiales de la toute petite enfance. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler, mais je reviens rapidement là-dessus. Les 5 blessures que sont le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation et l'injustice. Ces blessures apparaissent dans cet ordre-là parce que ces différentes blessures correspondent à différents stades d'évolution du cerveau quand l'enfant est tout petit, donc entre 0 et 6 ans, grosso modo. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'informations, il n'y a pas besoin de comprendre beaucoup le monde pour ressentir le rejet. Il en faut un peu plus pour ressentir l'abandon. Il faut déjà savoir que moi et maman sont 2 personnes différentes. Pour me sentir abandonné, ça veut dire que j'ai une attente qu'elle s'occupe de moi. Sinon, je ne peux pas ressentir l'abandon. Je peux ressentir le rejet si je n'ai pas d'attente.
Mais pour l'abandon, j'ai besoin d'une attente, donc ça demande un cerveau un peu plus évolué. Trahison, c'est encore un peu plus complexe. Humiliation, encore un peu plus complexe. Il faut que je comprenne ce que c'est la honte pour pouvoir ressentir l'humiliation. Et injustice, la cinquième blessure, vient à la fin parce qu'il faut une compréhension plus globale du monde pour en attendre de la justice et donc ressentir de l'injustice. Tout ça pour dire que ces blessures de l'être, on les expérimente toutes et tous à un moment donné dans notre vie, que ce soit dans une expérience où cela peut paraître évident, ou alors qu'on l'a ressenti comme tel. Et je vous ai peut-être déjà raconté ça parce que je prends souvent ça comme exemple. Pour ma part, j'ai ressenti assez fortement une blessure d'abandon, alors que je n'ai jamais été abandonné, mais simplement on était nombreux dans la famille. Et puis moi, j'étais le cinquième enfant d'une famille de 6. Et puis, comme j'étais un gentil garçon, j'adore dire ça, je ne voulais pas surcharger ma maman, donc j'étais tout sage et tout tranquille dans mon coin. Et puis mes parents, ils étaient débordés par les 5 autres frères et sœurs qui couraient dans tous les sens. Et donc, du coup, on ne s'occupait pas de moi puisque j'allais bien, puisque j'étais gentil, puisque je jouais, j'étais sage dans mon coin. Donc, je n'ai évidemment pas de fait été abandonné, mais je l'ai ressenti comme tel, comme un manque d'attention. Et tout ça pour dire que ces blessures de l'être, chacun à notre manière, on va les vivre. À un moment donné de notre évolution et elles vont nous marquer avec l'une ou l'autre ou une ou deux qui vont nous marquer plus profondément et ces blessures profondes vont nous accompagner au fil du temps et peuvent nous accompagner toute notre vie si on n'a pas l'occasion de les soigner. On est dans ce fameux ego blessé. On va construire l'ego, hein, c'est-à-dire on va faire notre construction de petites briques colorées, hein, on va faire notre construction de l'ego en fonction de ces blessures aussi, et notamment de celles qui vont être les plus fortes. Et donc cet ego blessé va avoir tendance à auto-alimenter sa blessure pour pouvoir continuer à être ce qu'il croit être, c'est-à-dire une personne blessée. Et ça, c'est important à comprendre, parce que ça nous amène à mieux percevoir pourquoi on est responsable de qui on est, pourquoi on est responsable de ce qu'on est. Responsable ne veut pas dire coupable, hein, je souligne ça tout de suite, mais responsable, c'est-à-dire on a part, on a vraiment, on prend part, ou on est même complètement responsable de la construction qu'on en a fait. Alors évidemment pas responsable consciemment, mais en tant qu'être, en tant que construction, en tant que point de vue dans l'univers, on est appelé, invité, je dirais, à assumer ce point de responsabilité, ce point de vue, d'avoir finalement, du mieux que j'ai pu, fait cette construction qui est telle qu'elle est aujourd'hui. L'ego blessé va donc construire on pourrait dire sa personnalité ou son identité de victime, alors plus ou moins bien sûr. Hein. Y en a qui ont tendance à faire ça beaucoup parce que c'est leur histoire qui a amené ce point de vue-là, puis d'autres qui le font un peu moins, mais je pense qu'on est tous concernés, on a tous une notion un peu de victime quelque part, et ça va générer des habitudes, des fonctionnements de protection. Soit on va se protéger en hyper contrôlant sa vie ou les autres, ou en cherchant à contrôler les événements, c'est-à-dire que là, on est à l'antithèse du lâcher-prise, hein. Soit on va dysfonctionner, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans des sortes d'accès, un peu de folie, de dysfonctionnement, de bugs, on pourrait dire, du cerveau, ou des comportements qui vont nous amener à exercer finalement une sorte de pouvoir égotique sur soi et sur son environnement.
C'est-à-dire que si je suis en train d'auto-alimenter mon pauvre ego blessé, mon pauvre petit oiseau avec sa patte ou son aile cassée qui ne veut pas se remettre parce qu'il continue à croire qu'il est comme ça, je vais adopter donc une attitude de victime et ça va me permettre d'exercer du pouvoir sur mes sauveurs et même sur mes bourreaux. Vous connaissez le triangle de, je ne sais plus, Cartman, je crois, je ne suis plus sûr, avec bourreau, victime et sauveur. Et finalement, c'est le même schéma. Pour chacun des trois, c'est le même jeu. C'est le même jeu de l'ego blessé. Alors, la victime, c'est un point de vue. Le bourreau, ça va être un autre point de vue. Il va être aussi victime, mais au lieu d'être dans la défensif comme la victime, le bourreau va être offensif. Et c'est un moyen de se protéger. Et le sauveur, lui, va aussi trouver dans son processus, dans son attitude de sauveur, le moyen de se protéger, c'est-à-dire de donner du sens à son ego blessé. Selon les blessures, on va adopter plus ou moins l'une ou l'autre de ces positions sur le triangle de Cartman et adopter une attitude offensive, défensive ou de sauveur. Tout ça, c'est pour justifier l'ego blessé et pour l'entretenir, pour le maintenir vivant. Ceux qui ont eu l'occasion de travailler avec moi en hypnose, on en a parlé parce que j'en parle vraiment à tout le monde, c'est central, c'est la construction mentale. Votre construction mentale, enfin la mienne aussi, hein, la construction de tous les êtres humains, on construit un univers mental qui va produire la réalité intérieure, et c'est cette réalité intérieure qui est l'ego, en fait, ce qu'on croit être. Et cela amène à une sorte d'attachement à soi, un attachement à la souffrance, un attachement aux limitations ou au manque, hein, qui est donc issu de cet ego blessé et qu'on va avoir tendance à entretenir au fil du temps. Alors, ce qui est intéressant de voir dans tout ça, c'est que ce n'est pas vous qui venez en thérapie, c'est votre ego, c'est votre mental qui va en thérapie. Le soi, il n'a pas besoin de thérapie, votre être, l'être, le véritable soi n'a pas besoin de thérapie, lui il va bien, hein. Il va super, lui il n'est pas concerné vraiment par tout ça. La chose peut-être qui le concerne là-dedans, et ça c'est mon avis personnel, c'est que le soi vient expérimenter quelque chose à travers l'identité. Mais il va aussi faire relever le défi d'exprimer quelque chose à travers l'identité, ce qui n'est pas une mince affaire. C'est peut-être un défi extraordinaire et peut-être central dans la vie, c'est que le soi, donc l'être, le soi supérieur, on peut l'appeler comme on veut, l'âme, va venir utiliser, si on veut, l'identité qui est sa création, hein, quelque part, mais pas que, parce qu'on est aussi créé par l'expérience, comme on l'a vu, pour exprimer qui il est, le soi, à travers une identité. Et donc, c'est là où il y a vraiment quelque chose, il y a un travail à faire, il y a quelque chose d'extraordinaire à créer, en fait. C'est hyper passionnant pour le soi d'essayer de s'exprimer à travers un truc aussi limité que la personnalité. Ça doit être super passionnant, j'imagine. D'arriver à utiliser cette identité pour exprimer les valeurs les plus profondes de la vie, ce que vit le soi, hein. On peut imaginer le soi qui n'est pas dans un corps, qui est au-delà de l'univers matériel, ce qu'il a envie d'exprimer, n'est-ce pas? Amour universel, liberté, espace infini, que sais-je, ce genre de choses. Et de l'exprimer à travers quelque chose d'aussi limité qu'une personnalité. Et c'est un peu cette vision
qui m'accompagne depuis pas mal de temps d'ailleurs, quelques années, eh bien, qui m'a amené à relativiser cette considération qui me paraît un peu galvaudée et qui est très répandue de l'ego comme l'ego étant source de tous nos malheurs. Pour moi, l'ego, c'est une opportunité extraordinaire pour le soi de s'exprimer dans la matière et dans l'univers matériel. On a donc une possibilité ici d'atteindre une sorte d'ego magnifique, c'est-à-dire quand l'ego blessé, parce qu'on a tous quelque part un ego blessé, ou on a tous eu, peut être guéri, et c'est le sens de la thérapie, c'est le mental qui va en thérapie, c'est l'ego qui va en thérapie, et quand l'ego est guéri, il nous reste une personnalité ouverte qui est propice à l'expression du soi dans le monde. On va donc ici utiliser son unicité, sa singularité, son point de vue, cet espace qui m'est réservé, que personne d'autre ne peut assumer à ma place, ce point de vue qui me donne une vision du monde tout à fait unique. On va utiliser ça pour laisser le soi s'exprimer. Autant dire que plus on va se libérer, au sens thérapeutique du terme, plus on va se libérer, plus on va guérir et s'épanouir, plus on va pouvoir exprimer ce point de vue. Oser prendre sa place. C'est même plus oser, ça devient une évidence. Prendre sa place. Évidemment, prendre sa place, c'est pas prendre la place de l'autre. C'est pas prendre la parole tout le temps. Bon là, évidemment, dans une conférence, il n'y a que moi qui parle. Mais c'est normal. Vous êtes venus pour entendre ça et n'hésitez pas à me couper ou à vous exprimer. Mais ça m'a posé problème longtemps. Moi, je pense que j'étais très timide au départ, comme enfant, comme ado. Après, en tant qu'adolescent, je me suis ouvert et puis j'avais l'impression d'avoir des choses à dire. Et puis en fait, quand je parlais, les gens m'écoutaient, puis ils faisaient des sourires. Donc, j'ai continué à parler. Mais donc, j'ai pris une place. Et c'est une place qu'on m'a offerte quelque part. Et puis après, j'ai fait un peu des excès d'ego, oui, c'est vrai. Je l'avoue. J'ai aussi expérimenté ces excès pour me rendre compte qu'en fait, c'est très important de prendre sa place, c'est-à-dire de tenir son point de vue et d'exprimer ce point de vue sur l'univers en même temps que d'être à l'écoute pour laisser la possibilité aux autres d'exprimer leur soi. Et puis là, on pourrait faire encore une petite parenthèse, c'est que je ne suis pas bien sûr que mon soi et votre soi soient très différents. C'est peut-être tous le même soi pour tout le monde, mais ça, on est peut-être à un autre niveau encore. Donc, il y a effectivement un équilibre de l'échange et on nous a probablement dans notre société un petit peu conditionnés pour ne pas prendre trop de place. C'est assez judéo-chrétien, mais pas que. Il y a aussi d'autres approches philosophiques ou religions qui ont tendance à un petit peu brimer je suis un peu coupé par un détail technique. Donc, il y a des aspects de... Voilà, des aspects de... J'ai perdu le fil, qu'est-ce que je disais? Voilà, simplement... Oui, la place qu'on prend par rapport à l'équilibre de l'échange et que dans les religions, on nous a conditionnés à ne pas prendre trop de place, à être très discret, humble. Voilà, on nous a plutôt habitués à être, à être discret. Pour vivre heureux, vivons cachés, on nous disait, n'est-ce pas?
Donc, il ne faut pas faire de vagues, il ne faut pas prendre la meilleure place. Et ceux qui prennent la meilleure place, enfin la meilleure place, ceux qui s'expriment, s'exposent à la critique. Donc, ça demande aussi, pour exprimer son soi, ça demande évidemment de prendre des risques, puisqu'on peut être confronté à des gens qui ne sont pas d'accord avec notre point de vue. Des gens qui ont un autre point de vue, forcément par définition, mais qui ont peut-être un ego un peu plus fort et qui pensent avoir raison à ma place. Alors qu'ils ont raison pour eux, oui, bien sûr, mais qui pensent être dans ce cadre dans lequel j'ai été. D'ailleurs, bien sûr, j'ai aussi expérimenté ça, à avoir mon point de vue et à penser que j'avais raison pour tout le monde. Alors tout ça bouge, et puis quand l'ego blessé est guéri, on n'a plus ça. On n'a plus cette volonté de prendre la place centrale. On a juste envie d'exprimer le meilleur de soi. Si quelqu'un veut l'écouter, veut l'entendre. Sinon, il n'y a pas de problème. Tout va bien. Et donc, exprimer, on peut aussi exprimer en se taisant. On peut aussi exprimer simplement en étant à l'écoute. C'est une manière d'exprimer le soi. Quand j'ai choisi le titre de ce café hypnose, la puissance bénéfique de l'ego, j'avais quand même quelque chose derrière la tête. Parce que moi, je suis un homme d'action, vous l'avez peut-être remarqué, j'aime faire beaucoup de choses, j'en fais des fois un peu trop, c'est-à-dire que c'est difficile de tout gérer, mais bref, c'est une autre question, c'est une question d'organisation et de faire des choix dans tout ce que j'ai envie de faire. Mais je suis un homme d'action. Et pour passer à l'action, il faut une énergie, il faut une foi, il faut croire dans ce qu'on fait, sinon on ne le fait pas. Et donc, passer à l'action demande une certaine audace. C'est l'audace c'est prendre le risque de déplaire, c'est sûr, mais c'est aussi prendre le risque de plaire. Et je ne sais pas lequel des deux est le plus angoissant, en fait. Pour beaucoup de gens, plaire peut être tout aussi angoissant que déplaire, voire plus. Et donc, l'audace de briller, on va dire, c'est aussi l'audace d'être contré, d'avoir des adversaires. Donc ça demande une certaine confiance, bien sûr, une certaine structure, une croyance simplement. Ce n'est qu'une croyance, mais c'est une croyance bénéfique au sens où elle permet d'avancer. Je pense, j'ai la croyance que j'ai la force de faire des choses, de dire des choses et de prendre des coups ou des retours de flamme de temps en temps. J'ai cette croyance que j'ai cette force-là et ça me permet de laisser le meilleur de moi, ou du moins le meilleur que je peux percevoir, s'exprimer. Ça permet une puissance d'action, ça permet de relever des défis, ça permet de se mettre en avant pour pouvoir porter ces valeurs proposées ou diffuser, des valeurs auxquelles on tient, qui nous paraissent importantes, en fonction de ce point de vue. Et cette notion de point de vue, d'unicité du point de vue, et que chacun a un point de vue unique, c'est là la clé, je crois, ou comment est-ce qu'on pourrait dire ça, le garde-fou à l'égocentrisme. On va donc proposer aux gens une vision, des valeurs, un témoignage, en fait. Alors, seulement si l'action n'alimente pas l'ego, me dit-on. Seulement si l'action n'alimente pas l'ego. Alors oui, effectivement, si l'action est égotique, elle va alimenter l'ego. Mais elle va toujours, quand on est à ce niveau-là, on est toujours dans l'ego blessé. Si je me mets en valeur avec un ego blessé, je vais évidemment faire des actions
pour tenter soit de guérir mon ego, soit de cacher la fragilité de mon ego. Je vais tenter de, quelque part, donner le change. Vous connaissez sans doute toutes et tous quelqu'un qui joue un peu les gros bras comme ça, puis qui en fait a peur, peut être craintif ou angoissé, mais qui va prendre le contre-pied et donner une image inverse pour cacher, dissimuler sa crainte, son angoisse. Et c'est selon le même principe, je peux avoir des actions égotiques qui vont être là pour cacher mon ego blessé, pour que surtout personne sache que je crois être fragile. Et donc, ça a toujours à voir avec cet ego blessé. Quand on est dans l'action avec un ego blessé, on va toujours avoir une action qui va être égotique. Et quand on a guéri son ego, on peut juste être qui on est, et puis on partage, on témoigne, ou pas, mais quand on le fait le mieux qu'on peut, et puis que les autres prennent ou pas, ça n'a pas grande importance. Là, je vous parle depuis bientôt depuis plus d'une heure. Je suis très conscient que tout ce que je vous propose, ça a vraiment du sens pour moi. Et c'est cette personnalité-là, ce Philippe qui est là, qui utilise ces mots-là. Mais vous, de votre côté de l'écran, vous recevez ça avec votre point de vue, avec votre ego blessé ou avec votre ego magnifique, parce qu'on n'est pas soit blessé, soit magnifique, il y a un mélange des deux, qui est plus ou moins dans un sens ou dans l'autre. Et vous allez donc décoder, comprendre et intégrer exactement ce qui est bon pour vous. Peut-on soigner l'ego par l'action? Bien sûr, bien sûr. On va, je pense, beaucoup soigner l'ego en développant la confiance. La confiance dans son point de vue, la confiance dans ses actions. Et donc, à travers des actions, on va gagner en confiance. Mais, encore une fois, je crois que la jauge pour évaluer si l'action est bonne ou pas, c'est de savoir si elle est motivée, de savoir ou de sentir si elle est motivée par un ego blessé, c'est-à-dire est-ce que j'ai peur? Est-ce que j'ai peur? Ou est-ce que je suis dans le désir? Ça, c'est les deux, donc passé, futur, d'un désir, plaisir dans un passé, futur, ou peur, douleur, passé, futur. Donc, est-ce que je suis dans la peur ou dans le désir qui fait appel à l'énergie de l'ego blessé, ou est-ce que je suis juste dans l'expression du soi qui fait appel à une personnalité finalement tranquille, calme, qu'on pourrait appeler l'ego magnifique, mais est-ce que c'est encore de l'ego? Oui, je pense, c'est-à-dire c'est au sens où c'est assumer un point de vue. Assumer un point de vue. Et il y a cette confusion entre ego blessé et ego magnifique, entre égocentrisme et point de vue central. Il y a de quoi faire des confusions. Puis en fait, vous savez, c'est bien, la confusion, c'est une des bases de l'hypnose, parce que votre subconscient est en train de capter tout ça et de faire un mélange qui est exactement la bonne recette pour vous. Alors, je n'essaie pas de me défaire de la question, mais c'est vrai que c'est assez difficile de répondre à ça. Peut-on soigner l'ego par l'action? Je pense que la vie, l'ensemble de notre vie, est, de par le fait, toutes nos actions nous soignent au sens où elles améliorent notre compréhension, notre perception des choses. Même si vous ne faites jamais de thérapie, vous allez évoluer quand même, parce que la vie est une thérapie. La vie est une thérapie à travers toutes les expériences, les rencontres qu'on fait, et à travers ces expériences, ces rencontres, il y a la rencontre avec soi. Il y a le fait que je me rencontre. Alors, je rencontre mon ego, ou je rencontre
voilà, mais les différentes parties de moi, ego, soi, spiritualité, intellectualité au sens philosophique du terme, etc. Et on va vraiment réunir toutes les parties de soi, c'est-à-dire compléter ou continuer la construction de l'ego, la construction de la personnalité qui, avec cette vision globale, permet l'expression du soi dans l'univers qu'on connaît, l'univers matériel. Il y a une puissance dans l'action qui va nous permettre d'avancer, encore une fois, d'autant plus si l'ego blessé a été guéri. Ça va nous permettre finalement quoi? De réaliser ce qu'on pourrait appeler sa mission personnelle. Le soi qui vient, le soi qui m'habite et qui a une intention. Alors même si je n'en ai pas conscience ou je peux l'apercevoir un peu ou l'imaginer, je ne peux pas être sûr de bien comprendre ce que mon soi, enfin mon soi c'est moi, de toute façon c'est lui qui est en train de parler, mais il y a une confusion entre ces différents niveaux qui est finalement plutôt sympathique parce que ça nous permet de converser et d'explorer cette partie de moi qu'est le soi pourrait, c'est une hypothèse, pourrait avoir une mission, une intention. Et donc le fait de pouvoir guérir l'ego blessé et de laisser place à un ego fluide, libre, capable d'être dans le présent ou d'être très peu ballotté entre les projections futures et les regrets passés, permet au soi de se réaliser. Il y a, vous savez, cette figure orientale, le Taijin, je crois que ça s'appelle, le truc avec le yin et le yang, hein, partie blanche, partie noire, cette forme, vous voyez bien de quoi il s'agit, qui est le symbole de l'équilibre. Je pense effectivement, enfin comme plein de monde le pense, que la vie est une question d'équilibre. Et tout ce dont on a parlé jusqu'à présent nous permet de mieux percevoir les différentes parties de l'être, entre le soi et l'ego, la personnalité, l'identité. Ce sont peut-être toutes des grades, des couches de notre être dans son entier, et que la vie nous invite à créer l'équilibre entre toutes ces choses. Et à travers cet équilibre, eh bien, on va pouvoir laisser le soi s'exprimer au mieux. Il y a, je vois que le temps passe, hein, je ne m'attendais pas à vous parler autant, mais c'est assez passionnant en fait comme sujet. Bon, je sais que je suis bavard, donc je ne suis pas non plus complètement surpris. Hein. Et donc, j'ai étudié un peu dans mon parcours d'hypnothérapeute, j'ai étudié une voie qui s'appelle le zéro mental, qui est une forme d'hypnose qui considère que nous sommes tout le temps en état d'hypnose et que l'hypnose, en fait, nous déshypnotise de ce qu'on croit être. C'est comme si c'est un point de vue sur les choses, ça ne change pas fondamentalement, mais c'est un point de vue sur les choses qui amène l'idée que, en fait, la croyance qu'on a sur notre identité, c'est-à-dire notre ego, le fait de croire que je suis celui qui est là en train de vous parler, ou pour vous, le fait de croire que vous êtes celle ou celui qui est en train de m'écouter avec votre parcours, etc., ça, c'est votre hypnose, c'est votre construction mentale. Et qu'on peut aborder l'hypnose d'une autre manière en disant, au lieu de vous hypnotiser pour intégrer une autre croyance, on va vous déshypnotiser de votre croyance, de ce que vous croyez être, pour laisser l'espace au soi de créer la meilleure version de vous-même. C'est assez intéressant. On peut à ce moment-là entrer dans une espèce dans une présence, comme je le disais tout à l'heure, mais dans une espèce
d'humilité de l'être en disant, OK, je lâche prise, OK, l'ego lâche prise et laisse le soi installer ce qui doit être. C'est assez intéressant comme expérience. Je ne suis pas sûr que ça soit très utile de le théoriser parce que je pense que chacun d'entre nous peut imaginer ce que ça fait si j'arrête de penser, si j'arrête de théoriser, si j'arrête de partir dans le passé ou de me projeter dans le futur, qu'est-ce qui va rester? Il va rester une sorte d'amour, une sorte de contemplation, de joie, qui est dans l'instant, instant après instant. Et du coup, une sorte de fluidité, mais parce qu'il n'y a plus d'attente, vu qu'il n'y a pas de projection. Les attentes viennent de nos projections. Projection de désir, donc j'attends quelque chose. Ou projection de peur, et j'attends de la sécurité, peu importe. Vous avez bien compris ce phénomène. C'est ce phénomène qui va tendre l'ego entre le passé et le futur, qui va lui donner cette dynamique de l'illusion de croire qui on est. Et donc, les stratégies qui nous ramènent au présent, certains parlent même de vacuité, c'est-à-dire on arrête de penser, on arrête tout ce jeu-là mental et on fait la place juste à l'être, et c'est l'être qui reprend le pouvoir. On lui donne les clés. Et à ce moment-là, on peut entrer dans une sorte de connexion à l'univers qui peut clairement être un peu frustrante parce qu'on a l'habitude de théoriser, on a l'habitude de mentaliser. On a besoin, on a envie d'avoir le contrôle sur les choses. Et notre cerveau conscient nous sert à faire cela. Mais notre subconscient l'utilise pour continuer à nous faire croire à cet ego blessé. Donc, entrer dans cette expérience de vide mental, alors il y a plein de méthodes pour faire ça, ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant qui laisse place à de nouvelles possibilités. Voilà, c'était Philippe Ranière en direct de... J'espère n'avoir pas été trop confus. Vous avez bien compris que c'est un sujet assez complexe, riche, j'ai envie de dire plutôt. Et il y a quelqu'un qui arrive un peu en bas, qui arrive juste pour l'expérience. Donc, bienvenue à une nouvelle arrivée qui peut arriver juste pour l'expérience. Donc, voilà, je vous ai blablaté de la théorie pendant 1h15. J'aimerais vous demander d'abord si vous avez des questions. Est-ce qu'il y a une question, une remarque? Si c'est le cas, vous pouvez aussi rallumer votre micro et prendre la parole en direct. Marc-André, vous pouvez rallumer votre micro et prendre la parole si vous voulez. Peut-être que je dois... Là, c'est bon. Non, c'est bon. Pour moi, disons, notre éclairage de l'ego et du soi, ou du moi et du soi, c'est l'ego est peu lié à l'avoir et puis le soi à l'être. Dans le sens que quand on est blessé ou quand on a des désirs, on cherche à avoir quelque chose pour soi ou d'éviter quelque chose, mais enfin, ça concerne toujours notre personnalité, alors que si on arrive à supprimer, à ne plus avoir de désir, parce que chaque fois qu'un désir est satisfait, on en veut plus. Donc, c'est un enchaînement continuel de désirs qui s'enchaînent. Donc, essayer de se détacher de ces mécanismes de désir, donc d'avoir, et puis donner une priorité à l'être. Oui. Merci Marc-André pour cette remarque qui est très, très, très juste et très, très compréhensible. J'aimerais la compléter, si vous voulez bien, parce qu'il me semble que
clairement, disons a priori, l'ego est lié à l'avoir et l'être et le soi est lié à l'être. Avoir, être. Alors, il y a un troisième niveau, c'est faire. Hein? Être, faire et avoir. Hein? Dans un sens, ou alors avoir, faire et être. Dans notre société, on met l'avoir en avant. Hein? Il nous faut du pognon, des bagnoles, des maisons, des vacances. Et puis quand on a de l'argent, on peut faire. Et quand on peut faire, on peut être. Ça, c'est la croyance sociétale actuelle du monde occidental. Dans le monde oriental, c'est l'inverse. On va d'abord chercher à être. Quand on est, on peut faire. Et quand on fait avec l'être, on a. Mais on n'a pas forcément ce qu'on a. Ce n'est pas sous forme de désir, c'est simplement qu'on obtient. Hein. Donnez et vous recevrez. Hein. On a des notions comme ça dans les religions et dans les spiritualités. Après, la notion de désir, effectivement, comme on l'a vu tout à l'heure, est liée à la projection, aux attentes, à la projection dans le futur. Quand on est dans le désir, on n'est pas dans le présent. Maintenant, j'aimerais peut-être, j'ai envie d'ajouter quelque chose par rapport à cette considération qui est centrale et qui, néanmoins, à mon sens, mérite d'être repositionnée dans notre réalité humaine. Il me semble que, et ça c'est vraiment mon témoignage, vous prenez, vous laissez bien sûr, il me semble qu'il est important d'assumer notre condition humaine, c'est-à-dire notre imperfection et notre position dans nos limites. On est limité de fait par la matière, parce qu'on vieillit, parce qu'on va mourir, parce qu'on a besoin de manger, pipi, caca, dormir. On a besoin de ces choses. On est limité. Ça fait partie du jeu, de la condition humaine, de l'expérience humaine. Et donc, à partir de cette expérience humaine, elle a lieu dans le temps. Il y a la notion de temps, de ligne de temps. On vient au monde, on meurt. Entre deux, il se passe des choses. Et il se passe des choses dans un continuum de temps. Et c'est ce continuum de temps qui nous permet l'expérience et d'intégrer des nouvelles réalités pour être dans le présent, mais instant après instant. Donc c'est un présent dans un continuum. Ça veut dire que dans cette réalité mouvante du temps, on est forcément animé par des désirs et traversé par des peurs. Ça fait partie des émotions de base, hein, les émotions qui vont nous imprégner et qui vont permettre l'expérience et l'intégration des expériences, les fameuses 6 émotions, joie et curiosité pour les 2 positives et les 4 négatives, peur, colère, tristesse, dégoût. Donc ces émotions sont présentes, le temps est présent et il me paraît important pour ajouter quelque chose, j'ai envie de dire, à ce qui vient d'être partagé par Marc-André, que cette notion de ne pas tomber dans le piège du désir, c'est une notion, à mon sens, illusoire. Ça fait partie de je crois, de cette diabolisation de l'ego, en disant l'ego, c'est le mal absolu, il faut le virer de nos vies, et je ne crois pas que ce soit le cas. Il y a 2 jours, je suis allé voir une exposition de sculpture. À Berne, il y a une exposition à Bâle, pardon, une exposition de comparaison entre Auguste Rodin et Jean Arp. Alors, il y a 50 ans qui les séparent, c'est une sculpture complètement différente. Ils essaient de tirer des parallèles. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'on peut voir très bien 2 points de vue complètement différents et complètement assumés sur finalement une même réalité, une même
sensibilité ou même élan. Et que pour faire une sculpture, il faut du désir. Il faut le désir de s'exprimer. Il faut la volonté. Et c'est là toute mon intention ou mon souhait dans cette soirée sur la puissance bénéfique de l'ego, c'est qu'il y a cet aspect magnifique de l'ego qui nous met en action, qui nous garde dans la réalité de notre point de vue, de notre état humain, de notre condition humaine, qui assume le fait d'être tiraillé entre le passé et le futur, entre les désirs et les peurs, qui assume ça et qui l'utilise pour exprimer quelque chose de, on va dire, de sublimé, n'est-ce pas? Mais il m'apparaît important de signaler, effectivement, je vois une question qui arrive, y a-t-il une action sans désir? C'est exactement là où je voulais en venir. Je pense qu'il ne peut pas y avoir d'action humaine sans désir. Quoique, en fait, quoique, c'est une colle. Y a-t-il une action sans désir? Quelqu'un a-t-il une réponse à cette question? Il y a, je pense, beaucoup d'actions qui sont motivées par du désir, mais je pense que quelqu'un qui est vraiment dans la présence, c'est-à-dire qui n'est pas dans son ego, peut être dans l'action, c'est-à-dire il est dans la fluidité. Il réalise ce que le soi le conduit à faire. Faudrait que j'y réfléchisse encore. Mais si quelqu'un a un avis là-dessus, ça me paraît intéressant. Ouais. Oui, Norbert. Je pense que quand on met pas de filtre, justement, à une action qu'on a l'impression, quand le soi nous inspire à faire quelque chose, je pense qu'à ce moment-là, on le fait sans trop réfléchir. Oui, exactement. Conséquence. Sans peur, sans même si on s'expose et tout. C'est ça. Et c'est peut-être ce qu'on pourrait différencier entre le désir et l'inspiration. Norbert, tu voulais dire quelque chose? Oui, je pensais au fait que, d'après ce que j'ai lu de vie de gens qui sont vraiment tout à fait dans le présent, c'est-à-dire qu'il n'y a plus un désir lié à un manque, mais ils agissent spontanément, ils font ce qu'il y a à faire. C'est un peu un état d'un auteur avec un nom absolument impossible qui a un bouquin là-dessus, être dans le flow. C'est plutôt ça qui se passe. Ça change. J'avais aussi une autre idée que j'avais envie de partager. Il y a un aspect de l'ego où il semble aussi donner un effet de séparation. Einstein avait parlé de ça un jour, ça ne tombe peut-être pas à ça de lui, mais il disait, nous sommes dans l'univers, toujours un peu décalé, comme lorsque vous regardez une cuillère dans un verre d'eau, elle paraît cassée. Et il avait l'impression que là, il y avait un sentiment de séparation. Si je suis unique, je suis unique, mais je n'ai pas besoin de le mettre en opposition à moi puis à toi. Et une chose qui peut ressortir aussi, et que j'ai beaucoup exploré et expérimenté, c'est le fait de considérer l'univers comme ce que j'aime bien, c'est une tapisserie. D'autres diront un réseau, le net. C'est d'ailleurs à peu près la même chose. Et naturellement, si je suis dans une tapisserie et puis que je vois 5 ou 6 nœuds plus loin quelqu'un qui, d'après mon point de vue, fait le con, il faut bien que je me dise qu'il est dans la même tapisserie et que si je vais lui taper dessus, je vais foutre en l'air la tapisserie dont je fais partie. Donc, ça n'est plus tellement intéressant. Donc, je trouvais que c'était aussi intéressant par rapport à toutes sortes de choses au niveau moral aussi, n'est-ce pas? Et taper sur les gens, c'est détruire le monde dans lequel on vit. Et c'est un aspect qui me paraissait aussi intéressant, que j'avais envie de partager.
Vous verrez s'il vous convient, si vous pouvez en faire quelque chose. Merci. Ouais, merci Je t'en Norbert. prie. Ouais, c'est vraiment intéressant de cette notion de réseau, de tapisserie, d'être dans un nœud de la tapisserie avec ce point de vue sur l'univers. Ce nœud-là, c'est vous. Ce point de vue, c'est vous. C'est nous, c'est chacun de nous. Et que c'est la seule chose qu'on doit assumer, en fait. Mais on est invité à l'assumer pleinement, c'est-à-dire à en prendre l'entière responsabilité. On est invité, on n'est pas obligé de le faire. Mais la vie nous invite à ça, je pense. Et pour terminer, puisque je vois que le temps passe vite, si vous avez encore quelques minutes à m'accorder, si vous devez partir, je le comprends. J'avais envie de vous inviter à une petite expérience, comme j'aime bien le faire à la fin de ces cafés hypnose, pour que vous puissiez expérimenter votre propre réalité à l'intérieur de vous. Et pour cela, je vous invite donc à juste vérifier que vous êtes dans une position plutôt confortable, mais si elle est inconfortable, ça va aussi très bien. Ça n'a pas une grande importance en fait. Juste de focaliser votre attention sur la position de votre corps, quelle qu'elle soit, et de prendre une position que vous pouvez tenir immobile pendant quelques instants. Vérifiez que votre position ne bouge pas. Prenez le temps de vous installer. Choisissez une position et ne bougez absolument plus. Vous pouvez penser à vos doigts, vos orteils, à la position de votre tête. La seule chose qui va continuer de bouger, c'est les parties du corps qui sont gonflées par votre respiration et dégonflées par elle de manière de plus en plus confortable, rythmée, exactement comme c'est bon pour vous. Et vous vérifiez que vous ne bougez pas. Imaginez que vous êtes une statue. Et je vous laisse le choix de la matière dans laquelle cette statue est faite. Une statue parfaitement immobile. Si vous reveniez là dans 1000 ans, elle serait toujours là. Et vous pouvez l'observer de l'extérieur comme de l'intérieur. Faites bien attention que toutes les parties de votre corps soient parfaitement immobiles. C'est votre mission. Vérifiez les bras, les jambes, le dos, l'inclinaison de la tête. Et je vais me taire pendant quelques instants pour vous laisser expérimenter l'immobilité. Dans un instant, je vais compter de 1 à 3. Et au chiffre 3, vous prendrez une grande inspiration et vous ouvrirez tout grand les yeux pour laisser vos yeux tourner dans les sens d'une aiguille d'une montre avant de les refermer à l'expiration.
Puis nous continuerons l'exercice. 1, 2, 3. Prenez une grande inspiration, laissez vos yeux s'ouvrir, laissez vos yeux tourner dans l'espace et replongez à l'expiration plus profondément. Portez maintenant votre attention, en plus de l'immobilité du corps, sur votre respiration. Laissez le corps respirer à son propre rythme. Dans un instant, je vais compter à nouveau de 1 à 3 et au chiffre 3, vous prendrez une grande inspiration, laisserez vos yeux s'ouvrir et rouler dans l'espace avant d'aller plus profondément dans l'expiration. 1, 2, 3. Prenez une grande inspiration, ouvrez les yeux, laissez vos yeux rouler dans l'espace et fermez-les en plongeant plus profondément à l'intérieur de vous. En plus de l'immobilité du corps et de la respiration, portez votre attention sur votre langue immobile dans votre bouche. Dans cet espace de silence que vous vous êtes créé pour vous-même, j'aimerais vous inviter à découvrir quelque part en vous une sorte de bouton de réglage ou de curseur qui vous permet de régler votre niveau égotique. Et vous pouvez le manipuler à votre guise. Pour le régler sur l'intensité qui vous convient. Et peut-être y a-t-il dans votre univers intérieur une sorte de pelote de laine ou de ficelle qui est là. Attrapez-en le bout et laissez le reste se dérouler à votre manière. Regardez-la se défaire.
vous laissez être votre propre conscience d'être unique à votre façon. Comme si une lumière tombait du ciel sur votre tête pour remplir tout votre espace intérieur et même rayonner au-delà. Jusqu'où votre être profond a envie de se propager. Et quand votre subconscient est satisfait de ce qu'il a fait pour vous dans ce moment, il trouve son propre moyen de vous le faire savoir et à sa façon, à votre rythme. Il vous ramène ici et maintenant en prenant tout le temps nécessaire. Voilà. Bienvenue de retour à chacune et à chacun de cette expérience. Si vous avez envie de partager quelque chose ou de poser encore une question, de vous exprimer, c'est le moment pour le faire. Vous êtes les bienvenus, bien sûr. Et pendant que vous laissez une éventuelle chose monter en vous, j'aimerais juste terminer en rappelant les quelques points clés que j'ai abordés aujourd'hui. Cette conscience d'être unique, cette tentation, on va dire, d'avoir raison, les 5 blessures de l'être, la fausse protection que nous donne la sensation de l'ego, et ce côté, comme on pourrait dire, joli ou touchant de notre humanité, qui peut s'exprimer sous forme d'un ego brillant et lumineux, d'une personnalité qui assume sa place et qui partage sa lumière, sorte de puissance qui permet à la mission personnelle de se réaliser dans l'équilibre, au service de soi et dans une sorte, comme le disait Norbert, de flot, d'action naturelle, sorte de joie de l'action, comme ça. Alors, il y a une petite question, enfin, une question encore qui arrive. La différence entre le désir d'avoir une certaine vie, d'être d'une certaine façon, et l'essai de soigner son ego, de lui donner trop d'importance. Je pense que notre condition humaine, dans notre condition humaine, il est tout à fait légitime d'avoir le désir d'une bonne vie, d'une vie épanouie, d'une vie où justement on n'est pas piégé ou aspiré ou hypnotisé par notre ego blessé. Et peut-être même qu'il est de notre devoir, j'allais dire, c'est pas le bon terme, qu'on est invité justement à faire ce chemin
d'amélioration de sa vie pour pouvoir accueillir, justement ouvrir notre personnalité à l'ego qui veut l'utiliser pour s'exprimer. Pas à l'ego, qu'est-ce que je raconte? Au soi, pardon. Ouvrir la personnalité pour laisser la place au soi de s'exprimer. Donc, le désir d'avoir une certaine vie, de vivre d'une certaine façon, eh bien, c'est avec votre jauge personnelle que vous allez savoir si ce désir est issu d'un ego blessé, c'est-à-dire d'une envie basée sur un manque ou sur une peur, c'est-à-dire je veux de l'argent, je veux, c'est pas forcément de l'argent, je veux peut-être de l'approbation, du respect, je veux qu'on me respecte, donc je veux de l'argent, je veux une bonne situation, je veux correspondre à une image sociale, je veux être accueilli dans mon rôle social, peut-être je sais pas, à travers une famille, à travers une situation professionnelle, peu importe. Mais quand on fait ça sans avoir soigné son ego, on a vraiment le plus de chances d'être en train de réaliser des actes égotiques, c'est-à-dire que qui vous dit que c'est vraiment ce que vous voulez? Il y a seulement quand vous avez guéri votre ego blessé, hein, guéri ces blessures du passé, que vous êtes libre, que vous pouvez entrer dans le présent de manière simple. Alors, je ne dis pas que c'est facile et que c'est un claquement de doigts, c'est un chemin, hein, mais c'est seulement à ce moment-là que vous pouvez savoir ce que vous voulez de votre vie. Alors, je ne sais pas si ça répond à la question, mais il ne s'agit pas de donner trop d'importance à l'ego, ni trop d'importance à la spiritualité. Parce qu'on est des humains, là, actuellement. On verra dans quelques dizaines ou xn d'années, quand on sera mort et qu'on aura 2 ailes dans le dos, peut-être, ou pas, hein, qu'on sera dans un autre espace, ce sera un autre jeu. Mais pour l'instant, on est dans cette condition humaine et on est invité à l'assumer avec le plus de plaisir possible. Je dis plaisir et pas désir, hein. Plaisir, c'est-à-dire la joie, l'enthousiasme de finalement rendre hommage à la vie en étant heureux. Et ça passe par des projets. Je pense que la différence entre un désir ou une attente et puis un projet ou une aspiration, c'est que si on n'obtient pas le désir ou l'attente, on est malheureux, on va être triste. C'est comme si on avait une perte, un deuil à faire. Tandis que si on est dans l'aspiration, dans la joie, ben, si ça ne se réalise pas, ce n'est pas grave, c'est que ça nous mène ailleurs. Il y a vraiment une fluidité qui est très, très différente. Voilà ce que je peux dire sur cette question. Et puis, voilà des remerciements de la part de Norbert qui nous dit au revoir à tous. Heureux de vous avoir rencontré. C'était une belle soirée. Donc, à une prochaine fois. Il est parti, Norbert. À bientôt à lui, si on le revoit. Norbert a été un de mes mentors importants. Donc, c'était charmant pour moi de l'avoir ce soir comme participant. Et voilà. Je vais peut-être juste terminer. Évidemment, si vous avez quelque chose encore à partager, n'hésitez pas à ouvrir votre micro. Terminer en rappelant le prochain Café Hypnose qui aura lieu le 4 mai, donc dans un mois, sur les énergies masculines et féminines. On parlera peut-être un peu de couple, mais l'idée, c'est vraiment de voir ces énergies masculines et féminines, comment est-ce qu'elles apparaissent, alors évidemment dans le couple, dans les parents, mais aussi entre amis, aussi à l'intérieur de soi, les énergies féminines qui préexistent en chacun de nous, qu'on soit homme ou femme, ou transgenre, maintenant c'est très à la mode. Donc, qu'est-ce que c'est ces énergies masculines, féminines? Et puis, j'en profite pour remercier les gens qui m'ont fait des dons, parce que depuis quelque temps, j'ai mis la possibilité de
de me soutenir un peu financièrement avec ces cafés hypnose. Ce n'est pas une obligation, sentez-vous complètement libre, mais certains d'entre vous ont été très généreux et je les en remercie. Et puis voilà, n'oubliez pas qu'on peut faire de l'hypnose par Skype, par les temps qui courent, ou par la distance, ou par les gens qui sont confinés ou qui doivent voilà, réorganiser leur vie. C'est aussi possible, il y a des tas de possibilités pour aller vers vous-même. Ça, c'est l'objectif, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, ou tout seul, simplement inspiré par la vie. Je vous souhaite le plus beau des chemins et je me réjouis de vous retrouver à une autre occasion. Merci d'avoir été là et à une prochaine. Au revoir. Merci Philippe. Merci à vous. Au revoir. Prenez soin de vous. Bye bye. Bye bye. Soyez heureux, soyez contents et profitez de votre ego magnifique. Au revoir.